Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous retrouver en ce 10 décembre 2025. Eh bien, c'est toujours de la même ville, de la même station régionale d'Oran avec toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station qui vous accompagne jusqu'à 9h30, 90 minutes durant. Alors, je vais vous laisser languir un petit peu. Non, zoom sur notre feuille de route en cette matinée, puisqu'on commence par la rubrique de santé qui sera animée cette matinée avec de... Franchement, je ne sais même plus qu'est-ce que je devais dire. Qui devait être animé par le docteur Ben Daoud. Alors lui, il est cardiologue. Il reviendra sur le 10e congrès de cardiologie qui s'est tenu la semaine passée, le 4 et le 5 décembre. Bien sûr, on reviendra sur les faits de l'histoire. Alors, une date très mémorable. Alors, le 11 décembre 1960, une date qui a été l'élément déclencheur à l'opinion internationale, puisque juste après, ça a été les accords d'Évian et juste après, c'est le 5 juillet 1962. On reviendra sur cette date clé. Et bien sûr, on reviendra sur la Journée mondiale des droits de l'homme animée par notre avocate à la cour, Jamila Saber. Et bien sûr, on parlera des dangers de la drogue sur un colloque qui se tient aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de 9h. Donc, on verra cela avec nos invités. Dernière ligne droite, alors c'est l'artisanat qui sera à l'honneur en cette matinée, puisqu'on va découvrir la peinture sur tissu, mesdames. Oui, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour qu'on puisse découvrir cette pépite qui viendra nous présenter son travail. Eh bien, sans plus tarder, on commence par une chanson. Alors, souvenir, souvenir, on se retrouve juste après. ليش راهي ندمة ما بغاش تستانف هي الغلطة خرتها روحها تعرف علاش راهي ندمة ليش راها منيفتني خيانة ليا راها تبكي وبغيتها غير تفهمني وتقول لي ليش راها بكاتتني خيانة ليا راها تبكي بروبلم de rien du tout قالي بيناتنا ضاع ومين جات في الصح كل شي تبان بروبلم de rien du tout قالي بيناتنا ضاع Abdullah avec une reprise de Cheb Hasni Rabbi Yarhamou. Alors comme on l'aime, on l'adore cet artiste Rabbi Yarhamou. Alors
C'est toujours bon d'écouter ces chansons qui se transmettent de génération en génération. Donc, c'est une légende de la chanson sentimentale. Allah yarhamou. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, le 10e congrès de cardiologie, bien, on y revient avec Dr Ahmed Fawzi Ben Daoud, alors qui est présent avec nous et c'est un plaisir de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Mais écoutez, c'est un plaisir. Merci. Alors, on revient sur la 10e édition du Congrès international de cardiologie. Alors, en quoi cette édition s'est distinguée par rapport aux autres éditions? Alors, comme vous le savez, nous avons une association qui s'intéresse essentiellement aux maladies cardiaques, au diabète et surtout aux pathologies cardio-métaboliques, c'est-à-dire, voilà, c'est lié. Et donc nous sommes à notre 10e congrès, donc on a fait quand même du chemin depuis 10 ans. Le bébé a 10 ans. Voilà, et c'est un petit anniversaire si vous voulez. Et on voulait en faire aussi une occasion de rencontrer tous les confrères, consoeurs, les experts qui viennent de toute l'Algérie, hein, toutes les régions, l'Est, l'Ouest et le Centre. Et c'est nous, essentiellement, un espace de rencontre, d'échange. Et aussi pour essayer de voir ce qu'il y a de nouveau, que ce soit dans les techniques d'imagerie, que ce soit dans les techniques thérapeutiques. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire ça. Et notre association, elle est un peu particulière, en fait, elle est un peu spéciale parce qu'elle rassemble 3 spécialités, les cardiologues, les diabétologues et les internistes. Et toutes ces spécialités... De toute façon, c'est lié. Hein, voilà, exactement. Comme une chaîne. Tout à fait. Nous avons pratiquement les mêmes malades. Donc, ceux qui voient le diabétologue vont voir aussi le cardiologue. Parce systématiquement. Que, voilà, on sait très bien que les complications du diabète, ce sont essentiellement les pathologies cardiaques et vasculaires. Et c'est pour ça qu'on a des patients en commun. Et cette édition... donc insiste essentiellement sur la prévention cardiovasculaire. Très bien. Alors ça a été quand même le point essentiel de cette 10e édition. La sensibilisation, c'est très important aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du programme de ce congrès ? Oui, bien sûr. Donc, alors, notre programme, on l'a scindé en plusieurs sessions. Donc, on a fait 3 sessions le premier jour, c'était l'après-midi. On a fait 5 sessions le deuxième jour. Et on a parlé des différentes pathologies qui peuvent entraîner des pathologies cardiaques, enfin des complications cardiovasculaires, je veux dire, comme le diabète. La première session, c'était sur le diabète, le rapport du diabète aux complications cardiaques, le rapport du diabète aux complications rénales. La deuxième session, c'était sur la cardiologie. On a parlé de la cardiologie et des complications cardiaques de l'insuffisance cardiaque essentiellement, qui est une pathologie qui est de plus en plus fréquente, qui est handicapante, qui entraîne beaucoup d'hospitalisations. Alors il y a même des personnes qui souffrent de cette insuffisance cardiaque, mais qui ne se rendent même pas compte, parce que des fois quand on est fatigué, on se dit non, pardon, on se dit non, c'est le stress, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que... Alors que, en général, et à la base, c'est qu'on a un problème cardiaque et on ne se rend pas compte. Ça veut dire que c'est une maladie très sournoise. Tout à fait. Effectivement, donc l'insuffisance cardiaque, ça se manifeste essentiellement par une fatigabilité à l'effort et surtout par une dyspnée d'effort, c'est-à-dire un essoufflement. Le patient qui avait l'habitude de marcher, de monter des escaliers, il voit qu'il n'arrive plus à monter un étage ou 2 étages, il devient essoufflé, il est obligé de s'arrêter. Et c'est là où il doit aller consulter son médecin généraliste, éventuellement le cardiologue, qui a les moyens de faire le diagnostic de cette insuffisance cardiaque. Et comme on parlait du diabète, eh bien, c'est un pourvoyeur d'insuffisance cardiaque, et c'est pour ça que les diabétiques doivent être contrôlés régulièrement par les cardiologues. En général, on dit au moins une fois par an, pour essayer de détecter justement cette insuffisance cardiaque avant qu'elle ne se manifeste et essayer de la prévenir.
Effectivement. Alors, et comment se fait justement la prévention contre ces pathologies cardiaques? Alors, vous savez, donc, on a parlé du diabète, mais aussi l'hypertension artérielle, qui est un risque cardiovasculaire très important, les dyslipidémies, c'est-à-dire l'élévation du cholestérol, l'obésité, le tabac. Tout ceci, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qui vont entraîner des maladies cardiovasculaires. Alors, comment les prévenir? En traitant l'hypertension, donc il faut d'abord la dépister, et dépister l'hypertension qui est une maladie silencieuse. Donc, sournoise. Voilà, et on disait donc c'est le tueur silencieux, et c'est pour ça qu'il faut le détecter. Le meilleur moyen de détecter, c'est de prendre la tension artérielle. Voilà, effectivement. Voilà. De toutes les façons, on peut le faire même au niveau des officines de pharmacie. Donc on peut, comme ça, par curiosité, passer par une pharmacie ou alors on part pour acheter un médicament ou un autre. Donc on essaye de prendre notre tension et à partir de là, soit on s'alarme, soit on est tranquillisé. De toutes les façons, c'est pas la fin du monde, hein. Tout à fait. En fait, il faut un dépistage opportuniste. Voilà. Donc, que ce soit en pharmacie, que ce soit chez le médecin. Donc, il faut de temps en temps faire un petit contrôle. Et notamment à partir d'un certain âge, parce que l'hypertension, elle est plus fréquente à un âge avancé. Donc, on peut dire qu'à partir de 30-40 ans, il faut prendre sa tension artérielle au moins une fois par an. Que ce soit chez le médecin, que ce soit chez le pharmacien, mais aussi à domicile. On a tous dans notre famille quelqu'un qui a un appareil de tension. Ça, donc, voilà, sûr, et c'est le meilleur moyen de dépister, en sachant que 50% des hypertendus ne sont pas dépistés, ne sont pas connus. Donc le meilleur moyen, c'est de prendre cette tension artérielle. Effectivement, on a tous un tensiomètre à notre portée à la maison. Donc ça, c'est même un glucomètre à la maison. Donc on peut toujours surveiller un petit peu. C'est le même problème pour le diabète. Le diabète aussi, c'est une maladie silencieuse. Hein. Donc, sauf quand il arrive à un stade très avancé. Mais généralement, quand on a un diabète ou même un prédiabète, donc il n'y a pas de signe clinique. Donc et là, il faut faire une prise de sang pour détecter ce diabète, et surtout si on a des facteurs de risque, si on a de l'obésité, si on a d'autres, là il ne faut pas hésiter à régulièrement, soit par le glucomètre, soit en faisant prise de sang, donc détecter. Donc il est conseillé bien sûr de faire... Alors la glyquée, oui, bien sûr, mais au moins la glycémie dans un premier temps et la glyquée dans un deuxième temps qui sera prescrite par le médecin traitant. Très bien, alors avant de continuer avec vous sur ce sujet qui est très important, donc on y va pour voir ce qui s'est passé lors du 10e congrès, on se revient et on se retrouve juste après. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, on se revient, mais c'est quoi ça? De cardiologie a rassemblé à Oran spécialistes, chercheurs et médecins. L'objectif, échanger sur la santé du cœur et les dernières avancées médicales. Plus de 500 personnes, 500 médecins qui viennent de toute l'Algérie et avec des experts bien sûr qui sont venus nous donner des informations importantes, des nouveautés dans les médicaments, des nouveautés dans les traitements. Et donc notre but un petit peu c'est de sensibiliser les gens, aussi bien les médecins mais également les patients essentiellement pour qu'on puisse, Inch'Allah, arriver à diminuer ces maladies qui sont très très fréquentes. Cet événement-là est une rencontre pour essayer de trouver une solution. Dépister trop tôt, c'est essayer de guérir, sinon d'éviter les complications. Quand je dis complications dramatiques, parfois même mortelles. Conférences, ateliers et présentations ont mis en lumière de nouvelles méthodes de diagnostic, des traitements plus ciblés et des technologies innovantes pour améliorer la prise en charge des patients cardiaques. Actuellement en Algérie, alhamdoulilah, on a pratiquement toutes les molécules innovantes, stratégies modernes dans la prise en charge du diabète et des complications cardiovasculaires, notamment rénaux et cardiaques. La tendance va vers les techniques mini-invasives pour ne pas trop ouvrir, pour ne pas trop agresser le malade. Il y a beaucoup de techniques mini-invasives que je vais exposer tout à l'heure et qui permettent actuellement de traiter à moindre frais pour le malade, à moindre agressivité, beaucoup de pathologies vasculaires.
Au-delà du partage de connaissances, le congrès a ouvert des perspectives pour la recherche future. Tous partagent un objectif commun, mieux prévenir les maladies cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie des patients. Eh bien, j'espère que vous avez eu et pris connaissance de ce qui s'est passé lors du 10e congrès international de cardiologie. Eh bien, quelles sont les thématiques les plus importantes des conférences? Donc, comme je vous ai dit, on a parlé du diabète, on a parlé de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, mais on a aussi parlé de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, qui est aussi liée à... Voilà, qui est liée à ces pathologies, surtout à l'hypertension, non? Voilà, et surtout aussi si on au est diabète. mal suivi. Au diabète aussi. Au diabète, oui. Voilà, avec le risque d'évolution vers la dialyse, malheureusement. Et c'est pour ça que le dépistage, là aussi, doit se faire tôt. Et nous, on conseille de faire des prises de sang, des bilans sanguins régulièrement pour dépister ces maladies-là. Donc, on a parlé aussi de l'obésité, qui est aussi un fléau important en Algérie. Il faut savoir que dû à la malnutrition. Malnutrition, le manque d'activité physique, la sédentarité, l'urbanisation, tout ça font qu'on ne bouge pas beaucoup. Donc, il y a de l'obésité. Et je peux vous donner un chiffre, il y a 22% d'obèses en Algérie. Quand même. Et pratiquement 10 millions d'obèses. Et l'autre chiffre aussi important, il y a un Algérien sur deux qui a un surpoids. Donc, et surpoids veut dire le risque d'obésité. Et donc, on a parlé d'obésité et aussi de la dyslipidémie, c'est-à-dire l'élévation du cholestérol. Parce qu'on sait que le cholestérol aussi est un facteur de risque cardiovasculaire. Parce que ça peut entraîner des dépôts de cholestérol, des plaques d'athérome dans les artères. Et donc, c'est les complications qui viennent après. Alors, est-ce que lors du congrès, vous avez parlé de la formation des jeunes cardiologues? Alors, tout à fait. On a beaucoup insisté sur la formation des jeunes cardiologues. Et d'ailleurs, on invite beaucoup les jeunes médecins. On invite beaucoup les résidents, ceux qui sont en spécialisation, ceux qui sont en étudiants, de toute l'Algérie. On insiste depuis dans notre congrès pour inviter ces jeunes médecins parce que c'est le meilleur moyen de les sensibiliser à la prévention et de leur montrer quelles sont les complications de ces maladies cardiovasculaires et comment les prévenir. Donc, comme je vous disais, pour prévenir ces maladies, donc c'est traiter les facteurs de risque qui sont l'hypertension, le diabète. On revient toujours vers... Toujours dépister, traiter pour éviter les complications cardiovasculaires. Et tout en sachant, là j'insiste, que les maladies cardiovasculaires en Algérie et même dans le monde sont les premières causes de mortalité. Oui. Donc si on ne fait rien, si on ne prévient pas, eh bien le risque il est là. Alors quelles sont les conséquences des maladies des cardiopathies? Alors, comme je vous ai dit, donc vous avez ces facteurs de risque entraînent des maladies comme l'infarctus du myocarde. Vous savez, l'infarctus du myocarde, c'est l'artère qui se bouche dans le cœur et qui va entraîner une mort du muscle cardiaque. Effectivement, des parties. Voilà, une partie, ou parfois une partie importante. Quand c'est une petite partie, mais si c'est une partie importante, le malade il est handicapé, il est essoufflé, il n'arrive pas. L'angine de poitrine également. Le risque aussi très important d'AVC, avec l'handicap qui s'ensuit. Donc le risque d'insuffisance rénale aussi. Donc toutes ces pathologies entraînent ces complications-là. Et d'autres pathologies, comme on a parlé de l'insuffisance cardiaque, et il y a aussi l'arythmie cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui ne bat pas correctement. Et cette arythmie, elle peut entraîner des complications emboliques, c'est-à-dire des caillots qui vont entraîner là aussi des AVC ou des artériopathies. Pour le diabète, là aussi, ou pour l'hypertension aussi, l'artériopathie. Vous savez, l'artéropathie, les artères des membres inférieurs qui se bouchent et qui donnent des complications. Donc vous voyez, c'est vraiment, les complications sont importantes. Elles peuvent être mortelles, elles peuvent être handicapantes. Et toutes ces maladies, on peut les prévenir si on prend à temps l'hypertension, le diabète, etc., ces pathologies qu'on peut dépister et qu'on peut traiter.
Très bien. Un dernier mot pour clore, on va dire, notre petite entrevue. Oui. Alors, moi, ce que je répète encore une fois, notre association, elle est là pour la prévention des pathologies cardiométaboliques. Ce sont tout ce qu'on a parlé, les pathologies, hypertension, diabète, etc. Et c'est la prévention. Et la première chose que je peux vous dire, c'est d'abord le dépistage. Parce que si on prend l'hypertension ou le diabète, il y a 50% des patients hypertendus ou diabétiques qui ne sont pas dépistés. Donc on ne les connaît pas. Deuxième message, c'est la prise en charge thérapeutique par l'hygiène de vie, l'activité physique, etc., la diminution du poids, la nutrition, pas trop de sel, pas trop de sucre, etc., et bouger beaucoup. Troisièmement, qu'est-ce que j'allais vous dire concernant aussi la détection de ces maladies qui est très importante et il faudra les détecter pour pouvoir les prendre en charge correctement. Effectivement. Donc, l'autre chose dont je voulais parler aussi, on a fait une étude, l'ACDM, notre association, a fait une étude récente qui a été publiée d'ailleurs dans les grands congrès comme l'ESH, c'est la Société européenne d'hypertension artérielle, et qui va être publiée prochainement aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'était sur l'observance de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire est-ce que les patients prennent correctement leur traitement. Et ça, si le patient ne prend pas son traitement, il ne va pas être... Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de patients qui oublient, ou alors ils n'avalent pas ce qu'ils ont, donc ils ne prennent pas en considération leur traitement. Alors, ça, c'est pas bon. Ce qu'on a eu comme, justement, les patients, quand on leur pose la question, ils disent, première chose, j'oublie mes médicaments, je n'avais plus de médicaments, je me sentais bien, donc je n'ai pas pris. Donc, et l'autre chose qui est importante, excusez-moi, j'essaie d'insister un petit peu, chez ces patients qui ont de l'hypertension, on a découvert qu'ils avaient aussi d'autres facteurs de risque. On a trouvé que les hypertendus, dans 50% des cas, ils étaient diabétiques. Effectivement, parce que c'est en relation. Voilà, ils avaient du cholestérol, ils avaient de l'obésité, de la surcharge pondérale. On a remarqué que les Algériens ne font pas beaucoup de sport. 70% ne font jamais de sport. 10% font 3 fois par. Et ce qui est conseillé pour l'activité physique, c'est au moins 3 fois par semaine, jusqu'à 5 fois par semaine, 30 à 45 minutes. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je pense que les Algériens, en général, ils pensent que faire du sport, c'est d'aller jusqu'à la salle de sport et nanani et nanana, et c'est de la perte de temps et tout, alors qu'on peut uniquement marcher 30 à 35 minutes jusqu'à 45 minutes au lieu de prendre la voiture, on marche et puis c'est tout. Tout à fait. Voilà tout. Il suffit de marcher, un peu rapidement et voilà, essayer de ne pas prendre sa voiture, rythme, et puis ne pas prendre l'ascenseur, monter les escaliers. C'est des choses de tous les jours qui sont très simples et qui peuvent avoir des bénéfices importants. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Dr Bendaoui. C'est avec plaisir. Merci à vous de vous recevoir sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur le plateau de Bonjour d'Algérie, on aura d'autres occasions de vous recevoir sur le plateau, pourquoi pas, de parler d'autres pathologies en relation, bien sûr, avec le cœur. Donc, c'est lui qui nous maintient en vie, en fait. Très bien. Donc, manger, bouger. C'est très, très important pour vous, chers amis du matin. Alors, j'espère que vous allez bouger et suivre les conseils du médecin. Au moins 30 à 35 jusqu'à 45 minutes de marche. Ça ne va pas vous faire de mal, au contraire. Une pause musicale, on se retrouve juste après.
algérienne sur le tempo. Partout des mains en l'air et des drapeaux. Black, blanc, beurre, peu importe la couleur, c'est la joie, le bonheur, la musique dans le cœur. On s'en défoule, c'est chaud, c'est cool. So beautiful, du bon monde dans la poule. Viens, 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 on va te mettre bien, viens, viens, viens. Come on. ماشي بلسان بلادي شابة والشبيبة محلبة ارفع راسك يابا كونك كفيان رشبة شابة فرحة رقصة ومحبة زغرات وعلامات في كل مكان شوي les mains en l'air, sur la gauche, sur la droite, sautez, sautez, la température en fait monter. En position, les mains en l'air, sur la gauche, sur la droite, tap tap tap, on va mettre ça au top, tap tap tap, c'est la fête. On va vous faire bouger, vous secouez, vous démontez, on va vous faire vibrer. De retour sur notre plateau, et c'est toujours un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est l'ami de Bonjour d'Algérie, c'est l'ami de la télévision. Et on l'a retrouvé parce qu'on l'avait perdu à un certain moment. Et là, c'est le retour de la rubrique de droit avec Saber Djemila. Alors aujourd'hui, il sera question de parler du droit de l'homme. Et bien sûr, c'est la journée mondiale. Aujourd'hui, le 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va, merci. Vous allez bien? Oui, bien, Prendre merci. rétablissement parce que je pense que oui, vous êtes un grippé, petit peu oui. grippé. Mais c'est la période, donc tout le monde contamine tout le le changement monde. de temps. Tout à fait. Tantôt il fait bon, tantôt Tout à il fait fait. très froid. Alors vous avez, vous n'avez pas, vous êtes pas bien couvert. Non, 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 j'ai été contaminée. C'est sûr, ça doit Eh être oui. au niveau de tribunal ou Ça la se cour. transmet. Voilà, tout à fait. Ouais, ça se Ouais. transmet. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement des droits de l'homme. Tout à fait. Ouais. Alors déjà, on commence par parler un petit peu sur l'organisation des droits de l'homme. Tout à fait, oui. Donc déjà, il faut commencer par donner une brève. Bon, nous, cette année, il a été question qu'on ne va pas réitérer toujours la même chose. Donc on va essayer d'appliquer, de voir, de faire un constat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec cette déclaration universelle des droits de l'homme? Est-ce qu'elle est actuellement compatible avec l'ère actuelle, Voilà. avec tout ce qui est comme progrès On est scientifique en et tout? 2025. Tout à fait. Donc la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration universelle de 48. Donc ça a été promulgué par l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vu les atrocités et tout ça, donc cette déclaration pour protéger les droits de l'homme, donc c'était question des droits politiques, sociaux, économiques, culturels et tout ça. Mais le problème qui se pose maintenant, entre-temps, depuis 48, il y a eu des mutations sociales. La loi Voilà. évolue. Effectivement, les temps ont changé aussi. Tout à fait. La loi Donc, évolue, donc, et surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Effectivement, parce que ça c'est un point qui est très important. Tout à fait. D'ailleurs, lors de notre conversation téléphonique, vous Tout m'aviez à fait. dit, au lieu de parler à chaque fois de la même chose, donc il faut un petit peu innover, puisqu'on est en 2025. Tout à Et fait. effectivement, les temps ont changé. Voilà. Les pays ont changé. Tout à Leur fait. politique a changé. Leur loi, Donc, tout. leurs lois Il y a ont eu changé. beaucoup de mutations sociales. Effectivement, Voilà. surtout quand on voit un peuple comme le peuple palestinien Tout à fait. se faire déchiqueter par le colon et puis Aucune réaction. aucune c'est-à-dire, réaction sinon et les peu. droits de l'homme qui existent, Tout à fait. là, ça laisse quand même à se poser certaines questions. Hein. Tout à fait. Donc, le constat déjà qu'on fait, c'est-à-dire la déclaration universelle, elle est appliquée pour les pays faibles. Ouais. Et voilà, donc sur les pays faibles plutôt, et les pays, c'est-à-dire des puissances et tout ça,
c'est-à-dire on n'arrive pas à leur appliquer, même avec la création des tribunaux internationaux et tout ça, donc ça, c'est devenu un problème. Il y a eu des décisions de pas mal de tribunaux pénal international, comme par exemple pour l'entité sioniste avec Netanyahou, mais il voyage, il circule normalement, il y a un mandat d'arrêt international, il n'a pas été arrêté. Donc on voit que, mais l'autre côté aussi, c'est-à-dire l'application, le constat qu'on fait qui est très, moi, il me fait peur. C'est-à-dire l'avènement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est dans le respect de cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Non. Donc, elle n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'elle viole pas mal de... Par exemple, moi, je vais essayer de donner des exemples concrets pour que le cher téléspectateur puisse comprendre. L'intelligence artificielle, donc, elle se base... Elle n'est pas venue comme ça du néant. C'est-à-dire, elle prend, elle se base et elle est constituée d'informations, d'une banque de données historiques déjà passées. Alors, cette banque historique, il y a beaucoup de discrimination. Donc, par exemple, quand on fait, par exemple, l'intelligence artificielle, elle est aussi utilisée dans le domaine judiciaire, médical, recherche, policier, tout. Donc, quand on cherche, c'est des algorithmes. Donc, ces algorithmes, ils créent des discriminations caractérisées. Hein. Donc, par exemple, je vous donne comme, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, il y a eu un algorithme là pour classer les citoyens américains en matière de criminalité et tout ça. Donc, ça a été utilisé par le système judiciaire américain. Donc, alors, ils ont vu, après, parce qu'il y avait une ONG pour la défense des droits de l'homme qui a dénoncé cela, ils ont vu que l'algorithme, c'est-à-dire de favoriser les blancs sur les noirs. C'est une discrimination. Tout à fait. Donc, alors, du coup, donc, la population noire n'avait pas droit à la liberté conditionnelle. Et, donc, elle était considérée comme une population qui récidive dans la criminalité et tout ça. Donc, il y a aussi le problème au niveau des aéroports et tout ça. Alors, des fois, ils travaillent tous avec des algorithmes. Ça, c'est des algorithmes très intrusifs. Alors, est-ce que ça, c'est une question que j'aimerais bien connaître et certainement nos amis téléspectateurs, ils sont en train de se poser aussi la question. Est-ce que les droits de l'homme, qu'en est-il pour les droits de l'homme en Algérie? Bon, normalement, écoutez, comme tout pays, il n'y a pas de pays parfait. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Alors, les droits de l'homme sont appliqués. Là, on a des associations, on a des institutions spéciales, qu'elles soient étatiques ou privées. Je voulais arriver à ça, justement. Pour la protection des droits de l'homme. Il y a aussi, par exemple, nous, on fait partie, par exemple, là, il y a le collectif des avocats aussi, donc qui est là pour défendre les droits de l'homme. On en voit tous les jours. Bon, il peut y avoir, c'est-à-dire une injustice. Donc là, il y a des institutions, on a beaucoup travaillé sur ça. Hein. Donc l'État a créé des institutions propres à lui. Donc, et aussi, il y a des ONG, des associations privées. Plutôt autonomes et tout ça, qui défendent les droits de l'homme. Et on a ce concept de droits de l'homme, c'est-à-dire dans tous les domaines ici en Algérie. Là où vous passez, même en matière des différentes lois légiférées en Algérie et tout ça, vous avez toujours des chapitres en matière de droits de l'homme. Et déjà, on trouve le concept des droits de l'homme dans toutes les lois algériennes. Toutes les lois. C'est-à-dire, par exemple, prenons le cas du nouveau code de procédure pénale. Ah oui. Là, qui a fait un tabac. On en parlera dans d'autres numéros de Bonjour Algérie et c'est très important aussi. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien code de procédure pénale, il a été carrément annulé, abrogé, carrément. Aucune loi, c'est-à-dire on n'a pas abrogé des lois et gardé d'autres. Non, on a tout abrogé. Ils ont créé un nouveau code carrément avec pratiquement 900 et quelques articles. Hein. Quand même. Oh, oui. Alors c'est très difficile et applicable, c'est-à-dire dans l'immédiat. C'est pour ça que ça a créé un truc. Nous, on était là sur le qui-vive parce que c'était pas évident. Et on avait peur de se tromper. Alors, pourquoi ce code de procédure pénale, l'ancien a été abrogé et celui-là, ils ont légiféré un nouveau code? Justement, en matière pour protéger les droits de l'homme. En matière de garde à vue.
la prolongation de la garde à vue, Ouais. en matière de la présentation, c'est-à-dire en matière c'est-à-dire le dépôt des plaintes. Oui. Maintenant, par exemple, quand avant les gens déposaient des plaintes et tout ça. Mon Dieu, ça durait une année et demie, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai vu, voilà. Donc, mais attendez, alors le criminel, il a tout le temps de Tout à fait. partir Tout à fait. et de faire sa vie. Et puis, Tout à fait. ah non, il faut un suivi vraiment très rapide. Tout hein. à fait. Il y avait beaucoup de lenteur pour le traitement c'est-à-dire de ces plaintes et tout ça, Oui, surtout oui. quand il s'agit de hors wilaya et tout ça. Donc ça prenait un temps fou. Maintenant, avec le nouveau code de procédure pénale, par exemple, donc vous déposez une plainte auprès du procureur de la République. Oui. Vous avez 4 mois. S'il ne répond pas, s'il classe l'affaire ou il ne répond pas, c'est-à-dire l'affaire n'est pas activée, donc vous avez le droit d'aller voir le juge d'instruction, de redéposer votre plainte Chez le juge d'instruction. D'accord. c'est-à-dire que ça va plus vite. Donc vous payez une caution. Ça va aller Voilà. rapidement. Tout à fait, constitution de partie civile et tout ça, et vous allez voir. Donc vous voyez, avant, on n'avait pas cette possibilité. Effectivement, ça c'est On bien. était bloqué au niveau Donc il du faudrait parquet. en parler la semaine prochaine. Tout à non fait. Donc vous avez pas mal. Par exemple, plaider coupable. C'est comme aux Effectivement. États-Unis. Maintenant, vous pouvez plaider coupable, c'est-à-dire si vous reconnaissez vos torts, la justice va être plus indigente avec vous. Donc il y a pas mal, surtout les gardes à vue. Et on voit aussi en matière de la loi portant là, sur la réinsertion sociale au niveau des maisons d'arrêt et tout ça. On en a déjà parlé. Les gens ont droit et ils ont l'opportunité aussi de faire des études. Oui. Ils sont arrivés jusqu'au doctorat. Il y a certains détenus qui ont soutenu leur doctorat, d'autres leur magistère, des licences, le bac. Ils ont fait des formations professionnelles. Et même les gens maintenant qui ont eu leur bac, les détenus qui ont eu leur bac, ils ont le droit de sortir. C'est une semi-liberté. Toute la journée, ils sont dehors. Ils rentrent que le soir Voilà. à la maison d'arrêt. Et en plus, ils ont un pécule, ils ont de l'argent Ah, c'est bien. pour manger et pour le transport. C'est bien. Donc, déjà, vous voyez, déjà, ça... Les droits de l'homme sont bel et bien installés ici fait, parce que les tout à droits de fait. l'homme, c'est quand même c'est la protection de l'individu fait. en général. Tout à fait. Donc, et quand on voit un peuple palestinien qui se fait déchiqueter par un colon, et puis les droits de l'homme, où est les droits de l'homme? inexistant. Je vous ai dit, c'est-à-dire quand il s'agit de l'entité sociale, Voilà. la déclaration universelle et tout ce qui est les lois de l'ONU... Tombe. Ah oui, là, ils sont mis de côté, hein, carrément, et on voit ce qu'ils font. Donc, je vous ai dit, là, leurs conventions internationales et universelles sont appliquées sur les peuples, c'est-à-dire plus faibles, plus émergents. Effectivement, Voilà, oui. et tout ça. Donc, pour eux, c'est-à-dire pour les pays c'est-à-dire développés, tout ça, c'est très difficile. Et surtout, ces conventions et tout ça sont appliquées pour les pays africains aussi. Ben oui. Voilà, là, pour les Africains, on les arrête, on les juge quand il y a un mandat d'arrêt international. On s'ingère même au niveau de... Quand il s'agit de l'Afrique, c'est pas bon. Ah oui. Mais quand il s'agit d'autres Tout à continents, fait. c'est bon. Ah ben non. Tout à fait, voilà. Où on applique pour Je tout me le sens monde. africaine. Tout à Je fait, suis oui. africaine. Bien sûr, on l'est. Ouais, Donc, ouais, on nous, l'est, on oui. appuie la Méditerranée, la mer Méditerranéenne et l'Afrique. Voilà. Donc là, mais heureusement, on a quand même, il y a un État, on a un peuple qui a sa souveraineté Effectivement. et tout ça. Donc, il a ses propres lois. Effectivement, Voilà, oui. donc c'est les lois nationales et tout ça. Là, ces lois font que, c'est-à-dire, elles protègent la dignité du citoyen. Donc, elles garantissent ses droits. C'est-à-dire ses droits qui soient, c'est-à-dire détenus ou un citoyen normal, droit à la santé, droit au travail, droit au logement. Vous avez vu en matière de logement, donc chaque année, il y a une distribution de je ne sais pas combien de logements et tout ça. Droit à la scolarité de leurs enfants, droit à pas mal. Donc les droits là, ils sont protégés. Et quand il y a défaillance quelque part, donc il y a normalement, les citoyens doivent connaître leurs droits pour Effectivement. voilà, donc pour Parce les que- revendiquer.
Effectivement, parce que des fois, on ne connaît pas. Voilà, parce qu'on n'est pas des femmes et des hommes tous de loi. Tout à fait. Donc, il faut aller consulter un avocat comme Saber Djemila. Ne serait-ce que pour une consultation Exactement, juridique. voilà. Donc, voilà, il ne faut pas, c'est-à-dire, moi j'ai vu des gens, ils disent non, moi je vais suivre mon affaire tout seul et tout ça. Surtout, c'est des affaires criminelles, pénales et tout ça. Là, ils perdent. Il suffit que, c'est-à-dire, l'affaire, ils seront déboutés en la forme, dans le fond et tout ça. Il faut faire attention. Sinon, si vous avez un problème, n'allez pas, c'est-à-dire régler ou tout seul. Demandez. Oui, voilà, parce que conseil là, aux vous allez professionnels. enfreindre à la Voilà, loi, donc il faut tout faire à fait. très attention, parce que nous sommes un pays souverain, certes, mais Voilà. avec des lois, on ne vit pas dans une jungle non plus. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup, Saber Merci Djemila. à Donc vous. on se donne rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah. pour parler de Alors, le nouveau code pénal. procédure pénale. Voilà, les procédures pénales. Très bien. Alors, rendez-vous pris avec vous alors. Hein. Inch'Allah. Le sujet de Yasmine Amri sur le Salon international Elogia, on se retrouve juste après. Une vision urbaine bâtie autour d'un seul objectif, réunir près de 200 exposants pour présenter leurs projets, leurs solutions de financement et guider le public dans l'accès au logement. Promoteurs et professionnels du secteur sont là pour informer, clarifier les offres et répondre aux attentes des visiteurs. On a 6 projets qui sont déjà livrés, complètement vendus, 4 qui sont en cours de construction. Dans tous nos projets, on a des projets moyens standing ou standing pour satisfaire le plus de gens possible. On est ouvert pour les différentes modalités de paiement. On utilise tout ce qui est en rapport avec les caméras pour la sécurité, parce que c'est très important à Oran ou même n'importe où dans le monde d'avoir une très bonne sécurité pour nos clients et nos locataires. Donc tout ce qui est technologie, donc résidence sécurisée, caméra dernier cri et tout ce qui va avec. L'ingénierie urbaine incite chaque participant à perfectionner son projet et cette édition se distingue par l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur réalisation. L'intelligence artificielle. Au programme, des projets résidentiels variés, des solutions de financement adaptées ainsi que des propositions d'investissement. Plusieurs stands mis sur l'innovation dans les matériaux, l'éco-construction et les délais optimisés de réalisation. On vend ce qu'on produit. Tout le produit c'est estampillé Made in Algeria. Il y a beaucoup de clients en Espagne, en France, qui prennent beaucoup, qui sont moins chers par rapport à ce qui se fait là-bas. En partenariat avec la Chine, on participe dans la 12e édition d'Elogia, ici à Oran, pour présenter nos produits au public. Toujours dans la pointe de la technologie, avec des technologies innovantes de construction, de réalisation, et même dans les appartements, l'ameublement des appartements, il y a des nouveaux designs, il y a des nouvelles tendances. Entre ambition et planification, Elogia 2025 pose les premières pierres d'une vision urbaine à long terme, un cadre pensé pour durer, mêlant modernité, confort, durabilité et sécurité. Moi, je commence toujours avec nos invités d'ailleurs, et c'est très important de discuter avant eux parce que là, on apprend beaucoup de choses qu'on ignorait au départ. Donc, nous recevons, là, c'est le professeur Emel Msli. Alors, elle est professeure à l'Institut national de criminologie. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Bien réveillé, ça va? Ça va, oui. Un bon café le matin pour venir au Bonjour. Un peu stimulé avec les enfants et tout, donc oui, c'est un petit peu speed le matin. Un petit peu speed, exactement. Très bien, alors on va parler d'un colloque qui se tient aujourd'hui. Tout à fait, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà avant de l'Institut de criminologie? Oui, avec plaisir. Donc, en premier lieu, je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. C'est un honneur quand même de participer à une émission pareille, merci, aussi bien animée. Bien, nous aussi. Hein. On est très contents de recevoir un professeur tel que vous. Merci beaucoup, je suis vraiment honorée. Donc voilà, je fais partie de l'Institut de criminologie, qui est une entité de l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella. Il a ouvert ses portes l'an passé. C'est un nouveau-né là. C'est un nouveau-né exactement, mais un prodige. Donc voilà, donc c'est un institut à vocation académique et en même temps de recherche scientifique. Il englobe donc quand même c'est-à-dire un staff d'enseignants pluridisciplinaires.
On assure la formation de licence. On a quand même plus de 600 étudiants qui sont inscrits avec, avec une moyenne d'accessibilité de 14 quand même au bac. Et puis on assure également la formation de master. Nous avons le master de droit pénal et criminologie et de criminologie également, le deuxième master, où plusieurs disciplines sont enseignées dans la biologie criminalistique que j'assure personnellement. Ah d'accord. Voilà, voilà. Très bien. Alors, et la durée des études, c'est combien d'années? Alors pour les licences, c'est-à-dire c'est ce qui est fait d'ordinaire de 3 années. Oui. Et puis après, vous avez donc la formation en master qui est de 2 ans. Vous avez le M1, M2 et M3. Et puis vous avez donc c'est-à-dire l'élaboration du mémoire de fin d'études. Et ensuite, Inch'Allah, on va pouvoir ouvrir donc la formation doctorale. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on revient vers le colloque qui se tient aujourd'hui. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Donc, comme vous savez, la consommation de drogue représente un fléau mondial. C'est pour cela que plusieurs stratégies nationales ont été élaborées dans la loi 2503 qui a été promulguée en décembre 2023 et qui renforce la lutte contre la consommation de drogue et de stupéfiants. Et bien sûr sous les directives de Monsieur le Président de la République que l'on remercie vivement pour tout l'intérêt qu'il porte. Tout à fait, exactement. Hein, c'est vraiment un honneur d'être représenté de cette façon-là. Donc ces journées-ci sont inscrites dans ce cadre. C'est pour un petit peu, un petit peu pour sensibiliser, pour faire connaître, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas assez sensibilisés, ils ne connaissent pas exactement les méfaits des drogues, et c'est pour cela, et notamment en milieu universitaire, c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'intéresse spécialement et on veut quand même les éclairer, les accompagner si vous voulez psychologiquement et en même temps accompagner leur avenir. Justement, voilà. Oui. Alors, et quelles sont les thématiques que vous allez aborder lors de ce colloque? Donc déjà, pour la composante humaine du colloque, il y a des médecins légistes, il y a des spécialistes en psychologie et psychiatrie, il y a également des sociologues, voilà, qui vont communiquer chacun selon sa spécialité. Voilà, donc il y a aussi des biologistes. Enfin, c'est un petit peu mitigé, voilà. Oui. Donc chacun va présenter selon sa spécialité et va donner, c'est-à-dire il va fournir des recommandations au final. Voilà. Très bien. Alors, et quelles sont les causes justement de la progression de la prise de ces psychotropes, de ces drogues? Alors, avant, on entendait parler d'une seule drogue. Maintenant, c'est une panoplie de drogues. Exactement. Plusieurs données statistiques. Et très nocives aussi. Exactement, très nocives. Par exemple, si on voit un petit peu sur l'échelle mondiale, ces 10 dernières années, il y a quand même une élévation fulgurante de la consommation des drogues, et notamment en milieu universitaire. Voilà. Donc, c'est l'adolescence, c'est tout à fait, c'est la découverte la jeunesse, un petit peu. Voilà, c'est la découverte. C'est vouloir un petit peu estudiantin. C'est vouloir un petit peu s'affirmer, s'intégrer à des groupes sociaux. Je suis responsable. Voilà. Essayer de nouvelles sensations. Exactement. Voilà. Donc déjà la première drogue qui est le plus à consommer à travers c'est-à-dire les réseaux universitaires, c'est le cannabis, d'accord, en premier lieu. Et puis vous avez toutes les autres catégories, donc les hallucinogènes, vous avez c'est-à-dire les stimulants. Et quand on parle de stimulants, c'est tout à fait relié à l'universitaire, parce qu'en fait, le stimulant, c'est ce qu'on appelle la drogue de l'étude, d'accord? Voilà. Comme les amphétamines et la cocaïne. Voilà, donc l'étudiant, il a une pression sociétale, il a une pression morale et une familiale. Donc après, il y a plusieurs conditions familiales. Peut-être qu'il travaille très dur pour subvenir à ses besoins et en même temps pour assurer ses études. Donc il est fatigué tout le temps et on lui conseille tout d'un coup de prendre une substance telle ou autre. Oui. Et donc il se dit, tiens, j'essaye pour la première fois, ça va pas, ça va rien voir qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas de souci. Donc il y a une sensation de puissance et de pouvoir faire les choses. Et ça tombe dans un tourbillon. Et donc voilà, après c'est un engrenage à chaque fois. Donc il va vouloir essayer encore et encore. Ça marche, j'ai de très bonnes notes, et ben c'est très bien. Je reste éveillée. Je continue. Mon agilité est au top, donc j'essaye de faire ça. Et donc de fil en aiguille, il se retrouve englouti dans
un engrenage addict. Il commence à avoir les symptômes de la nervosité, donc des palpitations, il y a beaucoup de choses. Et puis parfois, ça tourne très mal parce qu'il sombre dans la dépression. Voilà. D'accord. Oui. Et en même temps, il y a aussi des tentatives de suicide, hein, il faut le dire. Hein. Oui. Voilà. Et c'est dû à ça. Hein, c'est dû à ça, tout à fait. Et en plus de ça, c'est qu'avant, il y a quelques années en arrière, il y a des décennies en arrière, on parlait de ça juste parce que c'est les garçons, c'est les hommes, etc. Maintenant, c'est un changement du profil. Même, là. voilà, effectivement, c'est il y a carrément même un changement. Si on parle par exemple de l'Algérie, donc déjà pour les statistiques, on a généralement une consommation prononcée dans la tranche d'âge de 20-39 ans. Voilà. Ce qui correspond déjà donc aux universitaires et aux nouveaux travailleurs, donc si on veut, ceux qui, c'est-à-dire, sont en train d'élaborer leur carrière. Et puis on a un changement du profil. Hein. Oui. Donc c'est carrément dans le temps c'était que les hommes, enfin les garçons, les jeunes hommes. Maintenant c'est un changement du profil. C'est carrément une balance qui est c'est-à-dire qui est contrée. Et donc on a de plus en plus de jeunes filles qui consomment. Effectivement. Voilà. C'est comme si c'est devenu quelque chose de prestigieux et de normal. Et de normal. C'est ça, c'est voilà. Que moi d'ailleurs j'ai eu à avoir des discussions comme ça, c'est à la rue, en pleine rue hein, d'ailleurs, et les filles elles parlaient de ça normalement. Exactement. Non, hein, c'est comme si c'était un acte normal. Exactement. Voilà. Non, c'est pas du tout normal. Voilà, c'est comme une nouvelle mode où je effectivement, ne sais pas. C'est la mode, voilà, c'est la mode. Mais nouvelle couleur, nouvelle tendance, donc c'est ça. Et les alors non, on n'est pas en tendance hein, si on prend ça. Du tout, c'est pas une tendance. Voilà, on se détériore la santé, on se détériore le moral et surtout on se détériore la vie. Et on détruit sa famille. C'est notre vie qui part. Hein. C'est toute une famille qui souffre derrière. Hein. Il faudrait que l'étudiant ou la personne soit consciente que c'est une autodestruction, d'accord. Et c'est une destruction du foyer familial. Parce qu'il va devenir addict. Il est dépendant financièrement, donc il va essayer de puiser son moyen d'acheter de Après, partout. Il va voler. Donc c'est beaucoup de fléaux. Il y a un taux de criminalité croissant qui est. C'est dû à ça. Exactement. Parce que la personne, elle n'est plus réellement, elle n'est plus consciente de ses gestes, de ce qu'elle fait. Et donc tous les moyens sont bons pour assouvir ses besoins. Effectivement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Donc on vous libère pour assister au colloque. Merci. Donc merci beaucoup et bonne journée. On revient sur les faits de l'histoire du 11 décembre 1960. On se retrouve juste après. En décembre 1960, alors que la guerre d'indépendance dure depuis déjà quelques années, un événement inattendu bouleverse le cours de l'histoire. Le 11 décembre, dans plusieurs villes d'Algérie, des foules immenses sortent spontanément dans les rues. Hommes, femmes, jeunes, familles entières, tous scandent un même message, simple et puissant. L'Algérie veut son indépendance. Les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba se remplissent de drapeaux, de chants, de slogans. La mobilisation ne faiblit pas, même si la répression fut violente. Les affrontements ont fait de nombreuses victimes, mais loin d'affaiblir la détermination du peuple. Ces journées ont renforcé la légitimité de la cause algérienne. Et les manifestations ont frappé l'opinion internationale. Pour la première fois, le monde voit clairement que la volonté d'indépendance n'est pas seulement des combattants, mais celle de tout un peuple bien debout. Le 11 décembre 1960,
reste aujourd'hui un symbole puissant, celui d'un peuple uni, debout et décidé à écrire son destin. Un tournant décisif sur le chemin qui mènera moins de 2 ans plus tard à l'indépendance de l'Algérie. Une date clé de l'histoire de l'Algérie, une date qui a amené à l'indépendance, qui a amené aux accords d'Évian, qui a amené au 19 mars, justement, le cessez-le-feu. Alors, pour parler de cette date mémorable de l'histoire qui est très importante dans notre histoire de l'Algérie, eh bien, nous avons avec nous M. Aziz Moued, que vous connaissez tous d'ailleurs. À chaque fois, on fait appel à lui et on a toujours de bonnes réponses de lui. Bonjour, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous avez fait un bon trajet le matin? Oui, il fait frais, c'est très bon. Oui, oui. C'est très bon. Vous venez de Mostaganem? Oui. Très bien. Alors, on va parler aujourd'hui d'une date qui est très, très importante, qui a été quand même un élément déclencheur de l'indépendance. D'ailleurs, ça a attiré l'attention de l'opinion internationale sur le problème du colon et de l'Algérie. Donc, ça a entraîné, comme je l'ai dit, aux accords d'Évian, au cessez-le-feu et au 5 juillet 62. Donc, quel a été l'élément déclencheur, ou alors quels ont été les éléments déclencheurs de cette date mémorable du 11 décembre 1960? Excellente question. Vous êtes en train de participer, grâce à votre canal et à votre travail, à l'écriture de la vraie histoire de la guerre de libération. Poser les problèmes de cette façon, ça permet à tout un chacun de comprendre, parce qu'il n'y a rien de spontané. Tout a été préparé, tout a été prévu. En 1954, le 1er novembre, lorsque l'Algérie et les Algériens, le peu de militants nationalistes, ils étaient environ 2000, ont déclenché la révolution du 1er novembre, ils avaient un objectif. Et cet objectif, c'était de rassembler autour d'eux le peuple algérien. Les manifestations, parce que ce n'est pas uniquement le 11 décembre, les manifestations du 11 décembre à travers pratiquement toutes les grandes villes du nord de l'Algérie ont été une réponse cinglante à la politique de répression qui avait été engagée par le général de Gaulle. Il faut rappeler que le général de Gaulle il est revenu au pouvoir le 1er juin 1958. Le 4 juin, il est déjà en visite à Alger. Et lorsqu'il arrive à Alger au niveau du forum, il commence à faire sa tournée. Il devait faire une visite entre le 9 et le 14. Cette visite, il va l'écourter justement à cause du soulèvement du peuple algérien. Comment on est arrivé là? Pourquoi le général de Gaulle? Parce que la 4e République, elle avait échoué. Elle n'a pas réussi à engager les négociations. D'où la naissance de la 5e République. Oui, absolument, absolument. Ça a été l'Algérie, le combat du peuple algérien a été à l'origine de la création de la 5e République. On l'oublie souvent, surtout pendant cette période-là où on est en train de parler de n'importe quoi. C'est l'Algérie qui a créé la 5e République. C'est le combat du peuple algérien. Effectivement. C'est les manifestants. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ça nous a coûté très cher. Et donc, quand le général de Gaulle vient à Alger, il leur dit cette fameuse phrase « Je vous ai compris ». Compris, effectivement. Lui, il avait compris, mais il était venu en tant que militaire. Beaucoup de gens croient que le général de Gaulle ou la 5e République a donné l'indépendance à l'Algérie. Jamais. Ça n'est pas vrai, c'est archi faux. Le général de Gaulle avait un objectif. C'était faire en sorte que l'armée française, elle gagne la guerre en Algérie. Effectivement. C'était son premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est pour ça que d'ailleurs les Pieds Noirs n'étaient pas d'accord avec lui, on continue de lui reprocher, il leur a fait croire, et il le croyait lui-même, c'est aussi une thèse que les gens ne développent pas. Quand il est venu, il avait la seule idée qu'il avait en tête, c'était de conserver l'Algérie à la France. Ça, c'était les idées du général de Gaulle. Mais le peuple algérien, il a dit non. Le peuple algérien... Il ne voulait pas partager déjà l'Algérie avec quelqu'un d'autre. L'Algérien, il voulait recouvrir aussi son indépendance. C'est légitime, c'est un peuple qui a toujours été opprimé. Et là, c'est bon. Ils sont sortis d'ailleurs dans les rues, dans Alger, Oran, Annaba et d'autres villes d'Algérie aussi, en masse. Des enfants, des femmes, des vieux, des moins vieux, des jeunes, des familles entières qui ont manifesté et qui ont dit non, on veut notre indépendance. L'Algérie
indépendante. Et c'était dans la semaine qui avait précédé, on l'oublie souvent parce qu'on dit c'est spontané. Beaucoup d'écrivains et d'historiens ils disent que bon, c'était spontané, puis après ça a été détourné, ça n'était ni spontané. La visite de Gaulle. Le FLN avait organisé ces manifestations, elle avait préparé la population, et la population savait que le 19 décembre 1958, il allait avoir la 15e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pour ça qu'il y a eu ce soulèvement. Et lui était venu pour dire aux colons, aux pieds noirs et aux ultras et aux militaires, parce qu'ils avaient déjà commencé à se révolter. Ce sont les militaires d'Algérie qui ont demandé le retour du général de Gaulle. Donc il leur devait quelque chose. Et ce quelque chose, il leur a dit, je vais vous donner le plan Chal. Et on va tout faire. Parce qu'il lui croyait en tant que militaire, il va tout faire pour que la rébellion soit cassée. Et c'est comme ça qu'il a annoncé la fameuse phrase Taou en septembre 1958, T'as la paix des braves. Il a dit, bon maintenant il faut que les armes cessent, on va discuter, on va négocier. Et là, on va déboucher sur un phénomène extraordinaire. Alors, je voudrais juste revenir sur la fameuse phrase du général de Gaulle, oui, quand il a dit que je vous ai compris. Oui. Alors, quand il a dit je vous ai compris, c'est qu'il a compris le peuple algérien qui voulait son indépendance. Oui. Il a compris ça. Donc, il ne faudrait pas partir à droite et à gauche aussi. Oui, oui, non, mais il était venu, parce qu'on ne comprend pas après ce qu'il a fait. Voilà. Quand il a commencé à parler d'autodétermination, même chez les Algériens et le FLN, on n'a pas compris où est-ce qu'il voulait aller exactement. Et le FLN avait dit, moi je vais voir, aide la faire à la paix des braves. Et on a eu un moment, et là nous sommes en juin 1960, le 10 juin 1960, lorsqu'ils avaient entamé des contacts grâce à son proche ministre de la Justice qui était Michelet, qui est un progressiste pratiquement, ils avaient négocié avec les responsables des Wilaya 4, parce que les Wilaya à l'intérieur avaient vraiment un gros problème d'armement. Et quand il a déclenché le plan Chal, c'était pour mater la rébellion. Il leur a dit, moi, en tant que militaire, je veux que l'armée française, elle sorte avec une victoire. Parce qu'il faut rappeler qu'en mai 1954, il y a eu la fameuse défaite de Dien Bien Phu. Donc oui, l'armée française était venue battue depuis le Vietnam. C'est comme ça que nous, on en a profité pour dire cette armée qui se fait battre au Vietnam, et notamment devant des militaires algériens, des soldats qui étaient mobilisés par la France, ils se sont dit, nous aussi, on est capable de battre cette France-là et on va se soulever. Et donc, cette dernière grosse défaite de l'armée française, ils se sont dit, nous, en Algérie, on va se rattraper, on ne va plus sortir avec une défaite. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Ils ont mis en place le plan Chal qui a vraiment, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à utiliser le napalm à grande échelle, et c'est à ce moment-là, et le film d'ailleurs... C'est une arme interdite. Hein. Oui, oui, mais il y a eu aussi l'accentuation du phénomène. Ça a été tourné par une jeune historienne dont j'ai le nom ici, avec un très jeune historien. C'était l'affaire qui a été passée d'ailleurs sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. C'était les fameuses affaires des grottes, où il y a eu pratiquement 1000 grottes où on a enfermé les moudjahidines et on les a asphyxiés avec les gaz asphyxiants. Ça, c'est le général de Gaulle, ça, c'est Chal. Et donc, il était venu pour donner à l'armée française une victoire. Le FNL lui a dit, Niet, il n'est pas question. Et juste une petite parenthèse sur ce qui s'est passé dans l'affaire Sissalah. Ceux qui ont été reçus, les responsables d'Avelaya 4, ils étaient 3, qui ont été reçus par le général de Gaulle à l'Élysée. Il voulait créer une troisième force en négociant avec ces gens-là. Et pour l'histoire, parce que moi j'ai interviewé l'un des participants à la Wilaya 4, Allah yarhamou, c'est l'Khdar Bourga'a, qui était venu donner une conférence. Moi, j'ai assisté à la conférence, c'est écrit dans ce livre-là. Et il nous avait expliqué comment ils avaient ridiculisé le général de Gaulle. Quand ils sont sortis de chez lui, il leur a dit, ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est aussi le FNL. Ils leur ont dit, nous, on est là pour que cessent les combats, mais aux conditions du FLN. Nous ne sommes pas des traîtres à la nation. Et quand ils sont sortis, de Gaulle leur a dit, ces gens-là, il ne faut plus qu'on en parle. Cette affaire, je peux en entendre parler. Et c'est ce qui fait que ces responsables-là ont été par la suite éliminés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, et c'est ce qui fait aussi que la majorité du monde entier, d'ailleurs, ils savent que jusqu'à présent, nous avons une grande nation et nous avons des hommes avec un grand H. Absolument. Donc, alors, je reviens sur les manifestations du 11 décembre 1960. Alors, en quoi ont-elles influencé la perception de l'affaire algérienne à l'échelle internationale?
il faut quand même rappeler que la première fois que la question algérienne a été inscrite à l'ONU, c'était le 28 septembre 1955. C'était à la 10e session. Le 19 décembre 1958, 1960, pardon, à la 15e session, il y a eu justement la fameuse résolution 1575 qui stipule le droit du peuple algérien à l'autodétermination. Donc la première fois, les Français, ils ont réagi avec les Américains, ils ont fait retirer le dossier en 1955. Et depuis ce jour-là, la délégation algérienne, appuyée sur les maquis, sur les réalisations des maquis, parce qu'on faisait des tournages, on faisait des films, on faisait des documentaires, il y avait des photos, donc on a fait un travail colossal au niveau politique. Et là, je voudrais citer un travail exceptionnel qui a été fait par un chercheur américain, c'est Matthew Connelly. Le livre s'intitule « L'arme secrète du FLN ». L'arme secrète du FLN, comment De Gaulle a perdu la guerre d'Algérie. Et là, on nous donne des détails précis. Je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner des chiffres. C'est le général de Gaulle qui dit ça. Il avait déclaré à cette époque-là que par an, la France, elle consacrait 1000 milliards de francs de l'époque. Alors que le FLN avait à peine 30 milliards. Effectivement. Et malgré ça, c'était le FLN qui avait le dessus. On avait réussi à faire des manifestations partout. Et cette manifestation, elle a été justement répercutée partout au niveau mondial. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une très forte mobilisation de l'opinion publique internationale. Les journaux, les télévisions, les actualités de l'époque. Et les peuples de l'époque ont soutenu la cause du peuple algérien. Et c'était la première fois qu'on disait que le peuple algérien a droit à l'autodétermination au niveau de l'ONU. Ça faisait 5 ans que nous étions en guerre. Donc il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de mobilisations. Et c'est le peuple algérien qui a fait la démonstration en envahissant les rues. Et pas seulement parce qu'on a tendance à dire Alger. Non, il n'y a pas eu que Belcourt et Alger. Il y a eu Belcourt, Alger, il y a eu Ouaran, il y a eu Bel Abbas, il y a eu Sétif, il y a eu toutes les grandes villes. Parce que De Gaulle était venu faire sa fameuse tournée des popotes pour encourager les militaires et leur donner de l'argent. Et le peuple algérien lui a dit non, niet. Et c'était la dernière grande manifestation. On est passé à l'ONU et après, bon, il y a eu 2 ans de tergiversation parce que les négociations n'ont pas été faciles. On croit que ça a été facile. Ça n'est pas facile. Et ceux qui en parlent ne parlent pas en connaissance de cause. Ça a été très difficile. Les jeunes diplomates algériens avaient fait montre d'une grande sagesse, d'une grande percutance. Ils avaient des informations, ce qui fait qu'ils ont pu vraiment faire mener les négociations jusqu'à leur bout. Et c'est comme ça qu'ils ont été obligés et de garder le Sahara. Bien sûr. Et de sortir tête basse. Voilà, effectivement. Voilà. Alors, c'est une date mémorable, c'est une date oui. Très très importante dans l'histoire de l'Algérie. Mais que reste-t-il de la mémoire du 11 décembre 1960 ? Alors, en sachant que actuellement, les jeunes, moins jeunes, ils connaissent maintenant la signification du 11 décembre 60. Quand on parle du 11 décembre 60, ils savent qu'est-ce que c'est. Si on leur pose la question, ils savent ils savent répondre. Mais le processus d'appréhension, de prise en compte de l'histoire, c'est un processus qui est très difficile, très complexe. C'est toute une pédagogie. Pendant très longtemps, on a tenu un discours un peu populiste, où les gens, c'est vrai, c'était les moudjahidines qui venaient raconter leur propre histoire. Mais eux n'ont aucune pédagogie dans la pédagogie du combat. Oui, voilà. Ils ont la pédagogie de la lutte. Ils étaient sur le terrain. Et bien sûr, très peu parmi eux ont écrit leur mémoire. Ça aussi, c'est dommage. C'est une défaillance. D'ailleurs, hier, on était en train de discuter avec mes collègues journalistes et on était avec le réalisateur Semir, d'ailleurs, que je salue à travers Le Bonjour d'Algérie. Là, il a dit quelque chose de très important. Il m'a dit il y a des personnes qu'on a perdues. Qui avaient beaucoup de choses à raconter. Absolument. On n'est pas sauté sur l'occasion de profiter d'eux jusqu'à la dernière minute. Et actuellement, il y a même des moudjahidines qui sont en vie actuellement. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop âgés. Des fois, ils sont malades, des fois, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à parler, des fois, ils sont fatigués carrément, ils ne peuvent pas recevoir. Et c'est un petit peu difficile d'avoir un recueil de leur part. Des témoignages de leur part, justement, parce que eux, ils étaient les acteurs principaux de cette histoire.
Et il est très très difficile aussi de les faire parler, parce que parler à quelqu'un qui a 70, 80 ou 80... Moi j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore sur cette histoire-là. Un siècle 103 ans. Oui, absolument. Un sportif qui fête aujourd'hui ou demain, le 10, il va fêter ses 103 ans, qui est un militant, un grand patriote. Il a fait plein de choses, il faut le saluer. Oui, on le salue à travers le Bonjour d'Algérie. J'espère qu'on le rencontrera, pourquoi pas un jour. Et ce travail, il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut juste expliquer aux gens que ça n'a pas été facile, que ça a été très très dur. Très dur. Le matin, quand on se réveille, moi je viens de Mostaganem, je suis sorti le matin, il faisait frais, il faisait encore nuit. Et on est dans un pays qui est paisible. Pendant très longtemps, c'était très difficile pour venir de Mostaganem à Oran. Il y avait peut-être 10 ou 15 barrages, on vous tabassait au cours de route. Ouais. Ça, les gens, il faut leur expliquer, parce que on peut pas, puis il ne faut pas toujours revenir sur un peu nos blessures et nos souffrances, parce qu'ils sont dans leur sphère, c'est des jeunes, ils sont dans une autre sphère. Je pense qu'il faut surtout aider à faire connaître l'histoire, et puis il faut aider à faire des documentaires, parce qu'il y a un travail qui n'a pas encore été fait. On n'a pas tout documenté, ou si on l'a fait si peu et parfois si mal. Là, il faut aller, et c'est au département d'histoire, c'est aux universitaires, de se prendre en charge et d'aller faire comme font les Américains. Ils ont une toute petite histoire, et ils ont une grande armoire pleine de films sur leur histoire. On a l'impression qu'ils ont créé le monde alors qu'ils ont à peine 2 siècles. Alors que nous, on a une très grande histoire. D'ailleurs, on la prend en exemple, les pays opprimés, les nations opprimées aussi. Ils prennent en exemple la lutte des Algériens, la détermination du peuple algérien aussi. La lutte du peuple algérien a permis à toute l'Afrique, je dis bien toute l'Afrique sans exception, de se libérer. Même ceux qui étaient libres, ils n'avaient pas accès à toute la liberté. C'est le combat du peuple algérien et le sacrifice du peuple algérien, et ceux notamment des manifestants, qui a encouragé ces nations-là, qui ont permis à ces gens-là d'avoir un droit de parole. Et ce droit de parole, personne n'a le droit de le perdre, parce qu'il a été payé très cher, et par les Algériens tout seul. Effectivement. Un dernier mot pour clore notre entrevue? Comment clore un débat qui est constitutif de la personnalité algérienne? C'est très difficile. Je vous encourage, vous et les jeunes qui travaillent avec vous, autour de vous, de continuer à piocher dans cette histoire. Il y a tellement de belles choses qui n'ont pas été dites, qu'on peut découvrir, mais c'est très très facile, et c'est passionnant, parce que c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est notre futur. On est fiers de l'avoir, on est fiers aussi d'appartenir à cette nation. Il y a de quoi être fier, franchement. Oui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Aziz Moued. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation et de venir de Mostaganem jusqu'à Oran. Donc, et comme vous avez fait ce déplacement, donc je vous invite avec nous à suivre cette balade à travers la ville d'Oran, accompagnée d'une belle chanson. On se retrouve juste après.
bien. Alors, il y a notre invitée qui me dit, alors, elle est en train de me montrer ses œuvres, on va dire, et ses créations. Ce sont de très, très belles créations en relief, c'est magnifique. Alors, moi, je pensais que, au début, quand elle m'a parlé, moi, je pensais que c'était la peinture sur tissu. Et finalement, non, c'était une autre technique. J'avais pas compris apparemment. Donc, nous avons avec nous, alors, notre invitée, c'est une artisane et pas des moindres des artisanes, puisque c'est Amel Ben Amer qui est présente avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va, merci. Alhamdulillah. Marhaba bik, déjà. Merci Ça pour nous fait l'invitation. plaisir de vous recevoir avec vos créations. Donc, parlez-nous un petit peu de cette technique déjà. Bonjour. Bon, cette technique, c'est finalement des patchwork sur tableau. C'est un travail artistique, tout est fait à la main. D'abord, c'est-à-dire pour choisir, il y a le tissu, il y a des couleurs, il y a un mélange. C'est-à-dire quand je fais le tableau, d'abord je le fais dans ma tête. Déjà, vous l'imaginez voilà, déjà. Je l'imagine dans ma tête. Et de là, je fais sortir des couleurs. Et ces couleurs... C'est ce que je vois d'ailleurs, voilà. Ce sont des pastels, mais on y arrivera dans un petit moment pour parler des couleurs, du choix, etc. Donc, mais vous, comment vous êtes arrivé à faire ça? Parce que moi... Quel a été l'élément déclencheur de Amel Ben Amer pour faire ça? C'est-à-dire depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé faire la couture, les poupées en chiffon. Je vous assure, vous étiez en train de parler. Ensuite, je me suis dit, là, je vais le dire en orani. Petite la bisouère qui cotisserait, ça c'est certain. Donc, et de là, après, c'est-à-dire tout ce qui est dessin, de base, j'aimais bien dessiner. Mais est-ce que vous avez fait des formations en beaux-arts? Oui, oui. Vous êtes une beaux-artiste alors? Non, pas les beaux-arts, mais j'ai fait des formations. Le patchwork, au fait, le patchwork, c'est des morceaux de tissu. Qu'on lit. Voilà, collés ou cousus. Et c'est de là que Jetni a l'idée de faire des tableaux. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est le fait de choisir des couleurs, des dégradés de couleurs. J'ai aimé ce tableau justement. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce tableau? Vous avez choisi du rose pastel, on va dire, avec du vert, des fleurs, des fleurs. Ça c'est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est un mélange entre la broderie. Il y a de la broderie qui est dedans. Il y a de la peinture. Il y a aussi le tissu. D'ailleurs, c'est ce que je vois. C'est pour ça que je suis en train de vous demander de nous détailler ce que vous avez utilisé pour confectionner ces tableaux, parce qu'ils sont tous faits de la même manière, mais dans des dessins différents, dans des thèmes différents aussi. Oui. Bon, c'est-à-dire chaque tableau, il parle de lui-même. Voilà, justement. Voilà. Alors ça, on dirait que c'est un dessin animé, là. Voilà, exactement. Alors, et le tableau qui est à côté de vous? Oui, ça, c'est la Reine des Neiges. Oui. Et là, c'est-à-dire, ça, c'est un mélange entre la peinture, le tissu et comme c'est le tissu de la Reine des Neiges que j'ai fabriqué ce tableau, avec le même tissu que la Reine des Neiges. Voilà. J'ai fabriqué ce tableau. Que porte généralement la Reine des Neiges. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Avec un des mélange étoiles, de couleurs. Oui. Avec un mélange de couleurs. Donc c'est ça. Et comment vous choisissez vos couleurs, justement? Parce que là, j'ai remarqué, c'est que dans certains tableaux, c'est le pastel qui prime. Oui. Dans d'autres, c'est les couleurs chaudes qui priment. Oui. Alors, comment vous choisissez? Comment vous on va dire, vous utilisez ces couleurs, justement, sur les tableaux, sur la conception de chaque tableau? D'abord, c'est-à-dire je suis
très attirée par la nature. Déjà dans la nature, on voit plusieurs couleurs. Et de là, ça m'inspire de faire, c'est-à-dire de ces couleurs de la nature, c'est-à-dire c'est de là que je prends le dégradé ainsi que les couleurs qui suivent. Dans la nature, il y a le dégradé de marron, le vert, il y a plusieurs couleurs. Effectivement. Voilà. Quand on voit un paysage, par exemple, dans la forêt ou dans une montagne, on voit le marron foncé, le marron clair, le marron... C'est un c'est un dégradé de couleurs. Et c'est de là que ça m'a inspiré et ça m'a donné l'idée de faire des tableaux pareils. Et ça vous prend combien de temps, la confection? Parce qu'il faudrait une certaine minutie pour confectionner ces tableaux et confectionner aussi les figurines qui sont dans ces tableaux. Oui. Ça prend combien de temps, par exemple, la Reine des Neiges? Ça prend dans les 3 jours à 4 jours pour terminer un tableau. C'est ça. Parce que quand on voit justement la Reine des Neiges ou alors ce tableau-là, c'est qu'on voit que c'est travaillé avec au centimètre près, en fait. Oui. Parce que, comment vous faites ce calcul, on va dire, pour tomber sur le bon millimètre, le bon centimètre, on va dire? C'est tout un dessin avant, c'est tout un dessin avant de préparer le tissu. Le tissu, c'est à la fin. C'est vraiment à la fin. D'abord, je prépare le tableau en dessinant et après, c'est-à-dire je remplace les couleurs par les tissus. Vous remplacez les... Ah, d'accord, donc vous peignez d'abord? Non, je le laisse vierge. D'accord. Comme ça, en dessinant d'abord dans la matière première, je dessine. Et quelle est cette matière première que vous utilisez généralement? C'est du papier... Craft? Non. C'est du... D'abord, je le fais sur papier. D'accord. Et après, je le refais sur la matière première, celle que je travaille avec. D'accord, très bien. Voilà. Alors, et la peinture, d'ailleurs là je vois la peinture, est-ce que c'est de la peinture acrylique? Est-ce que c'est une autre peinture, on va dire, artistique? Donc, quelle est la peinture que vous choisissez pour confectionner, on va dire, tous les tableaux? Parce que moi, je vois qu'il y a une différence de tableau en tableau. Oui. C'est pas la même chose, c'est pas du copier-coller, on va dire. Non. Voilà. C'est des tableaux uniques, au fait. Hein. Chaque tableau, c'est-à-dire, si vous voulez, la Reine des Neiges, je peux vous faire un autre, mais ça ne va pas être le même. C'est des tableaux personnalisés. Oui. C'est-à-dire cela, j'ai travaillé avec la peinture, avec le tissu. Le vôtre, ça va être différent. Ils ne vont pas être la même chose, pareil. Voilà. Chacun a son style, chacun a sa touche personnelle. Alors apparemment, la Reine des Neiges vous a inspiré parce que quand on était enfant, c'est surtout ma fille, quand elle était petite, elle ne s'arrêtait pas de me dire « Maman, achète-moi la Reine des Neiges » et ceci et cela. Et c'est de là que, c'est-à-dire en poupée, je l'ai transformée en tableau. En tableau, très bien. Mais là, je vois justement une guitare, par contre. Oui. Pourquoi avoir choisi une guitare? D'ailleurs, elle est multicolore, des couleurs Parce que ma fille, elle fait aussi la musique. Elle joue souvent à la guitare. Donc, ça vous a donné une idée. Une idée de faire ça. Sur un fond noir, justement. Oui. Pourquoi vous avez choisi un fond noir? Parce que généralement, en musique, ce sont les couleurs comme du vert, comme du bleu, comme... Alors, vous avez choisi un noir. Le fond noir pour faire ressortir la guitare. S'il y avait un autre fond, la guitare, elle ne va pas être vue. Mise en valeur. Voilà, mise en valeur. Mais le noir, il fait ressortir la guitare. Très bien. D'accord. Et là, je vois aussi que vous avez fait un tableau d'une Africaine, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut zoomer sur le tableau de l'Africaine? On demande à notre réalisatrice, Esma Siddiq, pour qu'elle puisse zoomer sur le tableau de l'Africaine, pour qu'on puisse parler de ça. Donc, alors parlez-nous un petit peu, parce que c'est que je vois un très joli tableau. Oui.
Ça, c'est magnifique, Oui. tout juste magnifique. Oui. Ça doit être très difficile hein, de travailler ça en tissu, en peinture, choisir les couleurs aussi. Oui. Parlez-nous oui. un petit peu de tout ça. Ce tableau, c'est mon premier tableau que j'ai fait et c'est complètement en tissu. Et je me suis inspirée des tissus africains et de là, je l'ai fait parce que j'avais le tissu d'abord. La matière première, le tissu africain, je l'avais d'abord et de là, c'est mon premier tableau et il a une grande valeur pour moi. C'est pour ça que vous l'avez ramené. Oui. Vous l'avez conservé. Hein? Oui, oui. Et ça, d'ailleurs, vous- je l'ai ramené de chez moi. C'est-à-dire De la maison, quoi. Voilà. Vous l'avez gardé à la maison. À la maison, exactement. Très bien. Et ça vous a pris combien de temps pour le faire? Parce que ça doit être difficile de faire le turban. Oui, le turban. Parce que c'est petit. C'est des morceaux petits. Exactement. C'est-à-dire. Il faut savoir les travailler. Il faut savoir le travailler. Il faut savoir les mettre en valeur. Parce que c'est très petit. Et c'est-à-dire, quand tu fais juste une erreur, il faut que tu refais. Ah, d'accord. Oui. Parce que c'est Pas des droit à petits l'erreur. morceaux. C'est des petits morceaux que tu dois les percer dans le papier-mousse. Et de là, c'est-à-dire, il ne faut pas faire d'erreur. Sinon, c'est à refaire. Voilà, c'est Carrément. à refaire, exactement. Alors, parlez-nous de ça, justement. La danseuse. Ça, c'est mignon. Ça, j'ai La trouvé ça danseuse. mignon, mais vraiment mignon. Ça ressemble aux petites filles, on va dire. Oui, oui, les contes de fées. Les contes de fées, exactement. La princesse, etc. Et les rois, et les reines, Oui, etc. oui, Donc, oui. parlez-nous un petit peu de ça. Voilà. Ça, Oui. oui. C'est une danseuse. C'est une danseuse, Oui. c'est-à-dire avec ballet. Au ballet, avec ses claquettes de danse au ballet, avec sa robe qui est juste en satin et mousseline évasée, et elle est en train de danser, c'est ça. Et comment vous choisissez vos thématiques? Parce que là, je vois juste une différence de tableau en tableau. Déjà, on voit la Reine des Neiges, on voit la guitare, la musique, on voit le ballet, on voit la femme africaine aussi, on voit la nature d'ailleurs. Donc, comment vous choisissez ces différents thèmes? Des fois, je les imagine. C'est d'abord, c'est-à-dire c'est dans ma tête, j'imagine, je vais faire ce tableau et de là, ça vient l'inspiration, ça vient plusieurs choses. Et c'est-à-dire, tu commences à travailler, hein, c'est ça. Un artiste, d'ailleurs, on dit qu'un artiste, il n'a pas d'heure, justement, pour créer. Oui, oui, oui. Alors oui. vous créez à quel moment? Surtout le soir, quand je suis à l'aise, tranquille. Quand c'est calme. C'est calme. Pendant la journée, on est occupé. Mais le soir, c'est plutôt calme. C'est là où ça vient beaucoup d'inspiration, beaucoup, c'est-à-dire de choix de couleurs. Et quand là, je travaille, c'est-à-dire je ramène plusieurs trucs sur la table. Tu vois, la table, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de choix de tissus, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Et c'est de là, avant de travailler chaque tableau, c'est-à-dire je le prépare dans ma tête et après je choisis les couleurs selon ce que je vais travailler dans ce tableau. Très bien, merci Voilà. beaucoup Amel Benamer. C'est un plaisir de redécouvrir votre travail, redécouvrir aussi vos tableaux. Alors ils sont magnifiques avec Saha et puis Merci. bonne continuation à d'autres, on va dire, à d'autres expositions. Inch'Allah. pourquoi pas. Justement, en parlant d'exposition, Juste un dernier mot. Oui, j'invite mon public à nous rejoindre aux arènes d'Oran. Oui. C'est là où on expose les À tableaux. partir de quelle heure? C'est toute l'année. Très
Très bien. C'est ouvert toute l'année. Donc toute l'année, déjà c'est un très bel endroit. Voilà. C'est un endroit historique où vous pourrez aussi visiter les arènes d'Oran, les nouvelles arènes d'Oran, donc, et voir un petit peu l'exposition de beaucoup d'artistes qui sont là-bas, qui exposent pendant toute l'année d'ailleurs, y compris Emel Benamer. Merci beaucoup. Merci, et je vous à très remercie. bientôt, Inch'Allah. Merci. Alors quant à moi, chers amis du matin, chers amis de Canal Algérie, de la télévision algérienne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi prochain sur la même station et bien sûr la même ville. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Ciao. New York.